nous aurons une liste tyrannide dans le détachement assaut souterrain. Dans les personnages, on commence avec le Swarmlord en tant que seigneur de guerre. 2 Trigons, le premier aura l'optimisation Trigon Prime et le second Vanguard Intellect. Du côté des unités de ligne, nous aurons 2 unités de 10 gargouilles et pour le reste, un Biovore, 2 Aruspex, un bloc de 6 gardes des ruches, un Lictor, un Malceptor, une émissaire Norn, une unité de 5 Raveners, ainsi qu'un Tyrannofex. La liste présentée ici s'inscrit dans une version particulièrement massive et agressive du détachement assaut souterrain, optimisé pour exploiter la mécanique d'arrivée souterraine de ces unités clés. Le cœur de la stratégie repose sur la capacité à déployer soudainement des menaces colossales telles que les Trigons, les Aruspex ou l'émissaire Norn, afin de prendre de court l'adversaire et briser ses lignes à des moments décisifs. Ce schéma d'armée fait le pari d'une pression frontale implacable, dans laquelle les unités surgissent là où elles seront les plus gênantes pour l'adversaire. Les gardes des ruches assurent un rôle précieux dans ce contexte. Leur puissance de feu ciblée permet de contenir les grosses unités adverses, notamment les chevaliers, et d'éviter que ces derniers ne dictent le rythme de la partie. Les 2 unités de gargouilles s'intègrent efficacement dans ce dispositif. Dans un plan aussi centré sur des monstres lents et visibles, disposer d'une infanterie rapide et sacrifiable permet de retourner le contrôle des objectifs à distance ou d'arracher quelques points cruciaux à chaque tour. En parallèle, l'émissaire Norn peut s'installer sur un objectif important et le verrouiller grâce à sa résilience, forçant l'adversaire à réagir. Cette pression impose à l'adversaire de faire un choix difficile, soit il accepte de perdre des objectifs, soit il doit combattre des monstres résistants, ce qui l'expose à des contre-attaques violentes. Le plan de jeu cherche à orienter la partie vers un affrontement frontal inévitable, dans lequel l'adversaire perdra forcément l'initiative. Ce type de liste, bien manœuvré, force des erreurs chez l'adversaire et ouvre la voie à une domination progressive du champ de bataille. Face à un méta encore friand de grandes figurines, son potentiel de rupture est indéniable. Pour ce qui est des forces de la liste, évidemment, nous avons une pression frontale immédiate grâce aux monstres en assaut souterrain. La liste possède aussi des menaces multiples obligeant l'adversaire à se disperser. Elle possède une bonne occupation du terrain via les gargouilles et l'émissaire Norn, ainsi qu'une capacité à imposer une dynamique défavorable à son adversaire. Du côté des faiblesses, il y a une dépendance à l'effet de surprise via les frappes en profondeur ou alors via les tunnels. Il y a peu de redondance dans les unités synaptiques, risquant la désorganisation contre certaines factions appuyant sur les tests de Battle Shock. Elle a aussi une faible présence en phase de tir en dehors des gardes des ruches et du Tyrannofex, ainsi qu'une faible souplesse stratégique si jamais l'attaque initiale échoue. Ce sera une liste démons du chaos dans le détachement Incursion démoniaque. Les personnages, on commence avec Be'lakor en tant que seigneur de guerre, un grand immonde et son optimisation du don sans fin, un duc du changement avec son optimisation du sceptre éternel, on rajoute à cela Rotigus et Scarbrand. Du côté des unités de ligne, nous ferons très simple, une petite escouade de 3 Nurglings et 2 blocs de 10 porte-peste. Pour le reste, 2 unités de 5 chiens de corne, ainsi qu'une unité de 5 veneuses. Cette armée repose sur un noyau défensif solide formé par Rotigus et le Grand Immonde, équipé de son optimisation du don sans fin. Leur rôle est d'encaisser le gros des attaques ennemies et de bloquer l'avancée adverse. Be'lakor et le Duc du Changement ajoutent une pression avec leurs dégâts réguliers, préparant le terrain pour une frappe décisive. Scarbrand est utilisé comme une arme de rupture, il intervient pour éliminer une cible prioritaire ou briser une position au moment critique. Les porte-peste assurent la tenue des objectifs et donc un scoring primaire constant. Les 2 unités de chiens de corne apportent de la vitesse pour intercepter des menaces, harceler l'arrière-garde, couper les lignes de renfort ou valider le scoring secondaire. Les veneuses, grâce à leur mobilité, complètent parfaitement la liste. Elles peuvent prendre rapidement un objectif éloigné ou exploiter une brèche dans les défenses adverses pour bloquer leur mouvement, mais aussi de menacer des unités beaucoup plus fragiles situées en retrait. La seconde unité de porte-peste est un choix renforçant la capacité à exploiter les erreurs adverses, notamment s'il laisse des opportunités sur le contrôle du primaire. Quant à l'unité de Nurgling, elle est ici présente pour limiter l'impact des unités d'infiltration adverses, afin que les monstres ne soient pas limités dans leur mouvement au premier tour.
Cette liste illustre parfaitement la stratégie enclume et marteau. Le noyau de Nurgle bloque et encaisse, pendant que les autres unités frappent au moment opportun. Les unités rapides, comme les chiens de corne et les veneuses, permettent d'appliquer une pression sur plusieurs points du champ de bataille, compliquant alors la gestion des menaces pour l'adversaire. Bien qu'elle reste limitée en puissance de tir et qu'elle dépende de ses grosses pièces pour infliger des dégâts, elle excelle dans le contrôle du tempo et la sécurisation des objectifs. Pour ce qui est des forces, nous avons un bloc défensif de Nurgle très résistant, de multiples menaces offensives lourdes, notamment avec Skarbrand et Be'lakor, une présence mobile très efficace, comme nous l'avons vu avec les chiens de corne et les veneuses, ainsi qu'une capacité à punir les erreurs de placement. Donc le plus important, ce sera d'avoir une très bonne lecture du jeu adverse. Pour ce qui est des faiblesses, vous avez une mobilité limitée en dehors des deux seules unités rapides. Vous avez une très forte dépendance à quelques grosses pièces pour soit résister d'un côté, soit être létal de l'autre. Donc, suivant les armées que vous allez affronter, cela peut devenir une sacrée épine dans le pied si vous perdez trop rapidement l'une de ces pièces principales. Vous avez évidemment un manque de tir à longue portée. En dehors du Duc du Changement et un petit peu Be'lakor, ça s'arrête à peu près là. Vous êtes aussi vulnérable aux armées qui peuvent ignorer les invulnérables, que ce soit via des blessures dévastatrices ou des blessures mortelles. Oui, je sous-entends énormément les Thousand Sons. On aura une liste Adepta Sororitas dans le détachement Halloween Martyr. Dans les personnages, on commence avec une chanoinesse, une imagifère, Junit Teruita, Morvenval en tant que seigneur de guerre, ainsi que 2 palatines, dont l'une aura l'optimisation Through Suffering Strange. Oui, ma prononciation ne s'est toujours pas améliorée. Bon, j'avoue, je fais strictement aucun effort. Allez, regardons les unités de ligne. Ce sera 2 unités de 10 heures de bataille, en transport dédié 2 Immolators, et pour le reste 2 Castigators, 3 Mortifières, une unité de 3 Parangons Warsuit, un bloc de 10 Célestians Sacro-Saintes, une unité de 10 Sœurs Novices, et enfin une Assassine Calidus. L'ajout de 2 escouades complètes de sœurs de bataille apporte ici un soutien essentiel au plan de jeu secondaire. Elles assurent à la fois le contrôle de terrain et un écran protecteur autour des pièces maîtresses, ce qui fluidifie l'ensemble du dispositif. Le cœur de la puissance repose cependant sur la combinaison éprouvée des Parangons Warsuit, des Célestians Sacro-Saintes et des Mortifières. Ces dernières sont jouées individuellement, permettant de les utiliser comme ratonnerres via le stratagème Souffrance et Sacrifice. Elles absorbent les frappes ennemis qui auraient visé des unités plus précieuses tout en occupant efficacement l'espace. Côté soutien, la double présence des palatines et de l'imagifère optimise les effets de foi et d'influence sur les unités menées, tandis que Morvenval reste un pivot incontournable avec ses parangons. L'assassin Calidus vient parfaire le tableau en perturbant le plan adverse, tout en ajoutant un brin de validation du secondaire. Cette liste repose sur une alchimie parfaitement maîtrisée entre la résilience, l'efficacité et le contrôle du terrain. Elle brille par sa constance et sa capacité à exploiter les erreurs adverses, tout en offrant un jeu solide sur plusieurs axes. C'est un archétype éprouvé, peaufiné dans le détail, qui continue de performer grâce à une exécution sans faille. Une référence pour les joueuses et les joueurs de Sororitas à la recherche d'une armée complète, cohérente et surtout compétitive. Du côté des forces, nous avons une structure équilibrée avec des menaces à distance, au corps à corps et de fortes capacités de scoring. Elle possède une excellente résilience grâce aux synergies notamment du stratagème Souffrance et Sacrifice. Elle possède une forte densité d'unités intermédiaires difficiles à ignorer et une capacité à perturber le jeu adverse via l'assassin Calidus. Du côté des faiblesses, vous avez une faible létalité instantanée contre des cibles très résistantes. Vous allez devoir accumuler différentes ressources pour parvenir à vos objectifs. Vous avez une dépendance et une bonne gestion de la position pour protéger vos synergies. Vous avez aussi un risque de saturation contre certaines armées à dégâts massifs, car majoritairement vous restez sur un profil d'endurance 3, un point de vie sauvegarde à 3+. Et enfin, vous avez une mobilité plutôt moyenne en dehors des transports, exigeant alors une lecture très fine du rythme de la partie, car perdre vos transports, si jamais vous êtes mal déployé, trop rapidement durant la partie, peut vous coûter très cher. Ce sera une liste Deathwatch dans le détachement Black Spear. Les personnages, très grand classique des listes Deathwatch, le capitaine en armure Gravis.
Il sera seigneur de guerre avec l'optimisation du tome d'Ectoclad. On rajoute un judiciaire avec l'optimisation de la Beacon Angelis, ainsi qu'un Watchmaster avec l'optimisation Thief of Secrets. Du côté des unités de ligne, très simple, une petite unité de 5 vétérans des Swatch, un grand bloc de 10 vétérans des Swatch, une unité de 5 intercesseurs, et pour le reste, une unité de 5 intercesseurs en réacteurs dorsaux, 2 unités de 5 terminateurs des Swatch avec leurs 3 missiles cyclones, 2 unités de 10 Indomitor Kill Team, ici représentés par les Eradicators. À cela on rajoute un Storm Speeder Hammer Strike, ainsi qu'un Storm Speeder Thunder Strike. Cette configuration des Swatch s'impose une fois de plus comme une référence incontournable parmi les armées Space Marine compétitives. Structurées autour de 2 Kill Team Indomitor, elles offrent une densité de figurines importante à forte endurance, couplée à une polyvalence létale, tout en bénéficiant d'une synergie interne remarquable grâce aux règles du détachement Black Spear. Le cœur de la liste repose sur l'exploitation optimale des doctrines et des stratagèmes de remise en réserve, avec le capitaine en armure Gravis et le Watchmaster, qui sont 2 pivots offrant des réductions au coût des stratagèmes indispensables. Leur rôle est d'amplifier les dégâts dans la phase adaptée sur le moment, tir ou corps à corps, tout en permettant une redirection précise de la force de frappe. Les unités Terminator des Swatch apportent robustesse et résistance dans les combats soutenus, tandis que les intercesseurs et les vétérans assurent la tenue des objectifs à courte et moyenne portée. L'inclusion des 2 Storm Speeder, Hammer Strike et Thunder Strike, offre une menace mobile contre les blindés et les unités à distance, facilitant les ouvertures sur les flancs adverses. Le judiciaire et l'unité d'intercesseur d'assaut en réacteur ajoutent quant à eux un appui au corps à corps permettant de punir les prises de position adverses trop audacieuses ou de protéger les pièces maîtresses. Cette liste fonctionne comme un engrenage. Chaque unité a une fonction clairement définie et l'ensemble repose sur une coordination précise. Cette liste Black Spear s'inscrit dans la lignée des armées à haut potentiel maîtrisées par des joueurs vétérans. Elle exige rigueur, anticipation et connaissance pointue des mécaniques des Swatch. Mais une fois ces exigences remplies, elle se révèle être une machine de guerre impressionnante, capable de répondre à presque toutes les menaces du metagame actuel. Pour ce qui est des forces, nous avons une synergie puissante entre les doctrines, les différentes relances, notamment du serment et du tome d'Ectoclad, ainsi que des différentes unités spécialisées. C'est une liste équilibrée avec de la projection, de la saturation et tout de même un peu de résistance. Elle a une capacité à s'adapter aux différents profils adverses, que ce soit de la petite infanterie en horde aux gros châssis comme les chevaliers. Elle possède aussi une haute résilience sur le milieu de terrain, notamment grâce au Terminator. Pour ce qui est des faiblesses, nous avons tout d'abord un faible nombre de battle lines pouvant pénaliser certaines missions, car la majorité de vos battle lines sont utilisées de manière offensive, et non pas en tant que contrôle du primaire. Vous avez une mobilité restreinte en dehors de vos stratagèmes dédiés, donc si l'adversaire joue trop de capacité de vect, cela peut devenir assez problématique pour vous. Vous avez aussi une sensibilité aux armées capables de saturer à distance ou de contourner vos blocs. Et enfin, la performance est complètement dépendante d'une exécution parfaite de votre part, ainsi que d'un positionnement irréprochable. Une petite parenthèse avant de continuer avec la suite des top lists. Si vous appréciez le contenu que je vous propose sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Ce sont des gestes simples, mais ils font vraiment la différence pour soutenir mon travail et m'aider à faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir quand vous faites vos achats sur MyHobbyPlace. Il vous suffit de sélectionner ma chaîne au moment de valider votre commande. MyHobbyPlace me reverse alors 5% en bon d'achat et j'en réinvestis la moitié directement dans les lots pour les tournois que j'organise pour la communauté 40K. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, j'ai également une page Tipeee. En la rejoignant, vous bénéficiez de plusieurs avantages, l'accès anticipé aux vidéos, un visionnage sans publicité et d'autres bonus exclusifs. En tous les cas, merci à tous pour votre soutien. C'est grâce à vous que je peux continuer à produire ce contenu et organiser toujours plus d'événements et de projets. Allez, je ne vous embête pas plus, on reprend avec la suite de la vidéo. Nous aurons une liste en Pyrrhto dans le détachement expérimental prototype cadre. Dans les personnages, on commence avec 2 cadres Fireblade, un commandeur Farsight en tant que seigneur de guerre, ainsi que Dark Strider. Dans les unités de ligne, 2 unités de Deep Breacher, en transport dédié,
Qui dit 2 Breacher dit 2 Devilfish, et pour le reste, 2 unités de 2 Broadside, une unité de Crisis Sunforge, une Ghostkill, une unité de Croûte Carnivore, une unité de Cibleur, 2 Riptide et 2 unités de 3 Stealth. Plutôt que de chercher un effet spectaculaire isolé, la liste mise sur l'accumulation de micro-avantages, tous coordonnés autour d'une lecture précise du champ de bataille. Les 2 escouades de Breacher, accompagnées de leurs Fireblade, embarqués dans des Devilfish, forment la pierre angulaire de la pression frontale. Grâce aux règles du détachement, elles bénéficient d'une portée étendue et peuvent infliger des dégâts inattendus sur un adversaire mal positionné. Le rôle de Darkstrider est ici fondamental, car c'est la seule figurine qui va pouvoir protéger votre arrière-ligne grâce à sa capacité pouvant repousser les unités en renfort à 12 pouces. Pour ce qui est du soutien à distance, les 2 unités de Broadside viennent répondre à la baisse récente de la robustesse des chevaliers, leur passage à endurance 11, ce qui leur permet d'être des chasseurs de cibles lourdes très efficaces. La double Riptide agit comme une ancre défensive et un outil de contre-offensive, tandis que les Crisis Sunforge, dotés d'armes à fusion, accompagnent Farsight sur un flanc pour former un groupe d'assaut mobile capable de punir toute erreur de placement adverse. Enfin, les unités de Croûte, de Cibleur et de Stealth remplissent brillamment les rôles de harcèlement, de capture d'objectifs et de relais d'amélioration, notamment via les différents guidages. Cette liste tôt illustre parfaitement l'évolution actuelle du codex vers un jeu de contrôle, de placement et de scalpel. Elle ne cherche pas à écraser l'adversaire dans une phase explosive, mais à le découper méthodiquement en profitant des erreurs et en verrouillant progressivement l'accès au terrain. Une approche mature, maîtrisée et redoutable, parfaitement représentative du credo du bien suprême. Ce qui est des forces, nous avons une construction équilibrée assurant une pression constante tout du long de la partie, une synergie forte entre les unités grâce au détachement et au personnage, une capacité de projection multiple, que ce soit sur le flanc, le centre ou bien sûr votre arrière-ligne. Vous avez aussi une résilience accrue des unités clés comme les Broadside et les Riptide, grâce au stratagème à -1 pour être blessé. Pour ce qui est des faiblesses, vous avez une forte dépendance au positionnement initial pour optimiser vos synergies, et ainsi punir votre adversaire. Vous avez aussi une faible capacité de réponse immédiate au corps à corps intense, comme peuvent l'être les factions Blood Angel ou Emperor Children. Vous avez aussi une fragilité des Breachers, s'ils sont mal protégés ou mal temporisés. Et enfin, la liste nécessite une planification très rigoureuse des lignes de tir et des angles de vue. On aura de nouveau une liste tôt, mais cette fois-ci dans mon détachement favori, le Croûte Hunting Pack. Dans les personnages, nous aurons 2 Croûte Flesh Shaper, 2 Croûte Lone Spear dont l'un sera Seigneur de Guerre, un Croûte Trail Shaper avec l'optimisation Nomadic Hunter, ainsi qu'un Croûte War Shaper avec l'optimisation Route Carved Weapons. Du côté des unités de ligne, prenez quelques petites notes. Nous aurons 2 blocs de 20 Croûtes Carnivores, ainsi que 4 unités de 10. Pour le reste, 2 unités de 10 Croûtes Farstalkers, 3 unités de 5 Chiens Croûte, 3 unités de 6 Croûtox Rampager et 3 unités de 3 Croûtox Raider. Entièrement axée sur la tribu des Croûtes, la liste repousse les limites du jeu en saturation de figurines et démontre que, même sans appui de tir lourd traditionnel, les taux peuvent se positionner comme une armée de domination. Le principe de la liste repose sur un noyau imposant de Croûtes carnivores, 6 unités totalisant 80 figurines, renforcées par 2 escouades de Farstalker pour la projection secondaire et la prise d'objectifs lointains. Ces unités, bien que peu menaçantes en termes de létalité pure, forment un rempart difficile à désengager, ralentissant efficacement les forces d'élite adverses par simple occupation spatiale. Ce mécanisme est renforcé par 3 unités de chiens croûte apportant vitesse, harcèlement et verrouillage. La dimension létale est assurée par la triplette de Croûtox Rider et de Croûtox Rampager, particulièrement ces derniers. Les premiers constituent la seule menace de tir sérieuse de la liste, capable d'infliger des dégâts significatifs en fonction de la cible. Les Rampagers, quant à eux, apportent une forme d'impact au corps à corps pouvant surprendre, en particulier face à des adversaires qui sous-estiment la menace croûte en mêlée. Les personnages complètent la mécanique avec des rôles de soutien cruciaux. Le War Shaper permet de maximiser les effets du détachement. Le Trail Shaper assure la fluidité du mouvement et la reprise d'objectifs.
tandis que les Lone Spear et Flesh Shaper renforcent la fiabilité et la durabilité des unités de mêlée. Tous ces personnages agissent en coulisses pour orchestrer une armée faussement primitive mais parfaitement rodée à l'usure. Cette construction montre une vision extrêmement polarisée de l'armée Tau. Aucune unité lourde conventionnelle, aucun appui de tir dévastateur, aucun drone. À la place, une armée de figurines croûtes, rapides, agiles et capables de rendre tout plan adverse de domination rapide inopérant. En somme, une liste exigeante, atypique, mais redoutablement efficace dans les bonnes mains et sur les bonnes missions. Cette liste croûte représente un archétype extrême, mais parfaitement calibré. Elle abandonne toute prétention à la destruction brutale pour se concentrer sur l'occupation, le harcèlement et le scoring. Elle met à rude épreuve les armées adverses qui doivent choisir entre foncer dans un mur de chair ou se laisser noyer par la marée de croûte. Un pari osé mais payant, démontrant que l'art de la guerre Tau peut aussi passer par la guérilla tribale. Pour ce qui est des forces, évidemment, nous avons une saturation massive de figurines sur le champ de bataille, rendant les objectifs très difficiles à contester. Une mobilité globale très élevée via notamment les mouvements d'éclaireurs, permettant de projeter la menace à tous les étages. Un accès à une grande quantité de figurines sacrifiables pour bloquer les unités adverses, et vous êtes redoutable en mission, que ce soit score primaire, secondaire, vous avez un score naturellement élevé et difficile à empêcher. Pour ce qui est des faiblesses, évidemment, vous avez une fragilité intrinsèque de l'ensemble des unités. Vous avez peu de capacité à encaisser, ou vient de la règle de détachement. Presque aucun tir à longue portée ou anti-char lourd fiable. Vous êtes vulnérable aux armes à blast et aux armées de projection rapide. Et votre liste est tellement polarisée qu'elle peut s'effondrer contre certains match-ups beaucoup trop létaux. On finira avec une liste Astra Militarum du détachement Combined Arms. Dans les personnages, on commence en tant que seigneur de guerre avec Ursula Creed, une escouade de commandement cadienne et 2 Rogaldorn Commanders, dont l'un sera équipé de l'optimisation Death Mask of Olanius. Du côté des unités de ligne, ce sera très simple, un bloc de 20 troupes de choc cadiennes, 2 unités de 10 combattants des jungles de Katashan, en transport dédié 2 chimères, et pour le reste, 2 unités de 3 Ogryn, les Ogryn standards, une unité de Tempestus Aquilon, un Leman Russ Exterminator, 2 sentinelles de reconnaissance et en unité alliée, Canis Rex. La structure repose sur une combinaison très solide. Ursula Creed pour la réduction des stratagèmes, combinée à une escouade de commandement cadienne pour la propagation de leurs ordres, une doublette de Rogaldorn Commander, dont l'un est équipé du masque de mort d'Olanius, renforçant la résilience et la létalité globale de la liste. Le Leman Russ Exterminator complète cette puissance blindée, permettant à la liste de menacer à moyenne portée tout en assurant des angles de tir, ainsi que des chimères permettant des relocalisations d'unités d'infanterie. Sur le plan du contrôle, on retrouve une large escouade de 20 troupes de choc cadiennes et 2 unités de guerriers des jungles de Katashan, servant à occuper les objectifs ou à absorber les premières pertes. Le soutien, rapproché et assuré par 2 unités d'Ogryn, parfaites pour verrouiller l'adversaire sur les flancs, et une escouade de 10 Tempestus Aquilon, excellente pour des frappes ponctuelles et la validation des secondaires. La cerise sur le gâteau est l'ajout de Canis Rex. Ce choix transforme immédiatement la dynamique de la liste. Il offre une capacité de projection massive, une dissuasion contre les menaces lourdes adverses et un levier pour contrôler les zones contestées. Dans un environnement compétitif où la létalité est omniprésente, avoir un chevalier pour absorber les armes anti-chars et casser les points d'ancrage adverses est une option redoutablement efficace, surtout quand vous avez 2 Rogaldorn Commander très loin. Cette liste Astra Militarum renforce la formule classique en y ajoutant un chevalier, solutionnant l'un des défauts récurrents de l'Astra Militarum, le manque de punch autonome cassé des points d'ancrage. Avec ses nombreuses unités, sa pression est constante sur les objectifs et son noyau de blindés est bien réparti. Elle impose un rythme stable et une forte pression sur le scoring primaire, une combinaison simple mais redoutablement efficace. Ce qui est des forces, nous avons une saturation très élevée de cibles robustes, très difficile à gérer pour les armées à létalité limitée. La présence de Canis Rex offrant une menace autonome majeure et une excellente capacité de projection. Une forte résilience globale grâce au Rogaldorn et à l'infanterie soutenue, et une grande polyvalence car vous êtes assez à l'aise aussi bien sur le scoring secondaire comme sur le contrôle des objectifs primaires. Pour ce qui est des faiblesses, vous avez une mobilité limitée en dehors des transports et Canis Rex.
pouvant être contournés par des adversaires très rapides ou alors s'il réussit à vous les détruire trop rapidement. Vous êtes aussi dépendant du placement initial et de la couverture pour éviter les contournements. La liste a un style de jeu très linéaire, sans réelle menace principale ou combo disruptive. Et enfin, vous avez aussi une dépendance élevée à la survie de Canis Rex, afin de menacer les grosses cibles adverses. S'il venait à être détruit beaucoup trop tôt, ces cibles principales pourraient devenir un véritable fléau pour vous.